Alors déjà, merci à tous d'être là, d'être venus. Je suis assez ému finalement parce que enfin, c'est toujours pour moi une conférence, ça me permet déjà de sortir de ma zone de confort, on va dire, puisque je suis thérapeute, je suis médium, guérisseur énergéticien, donc je suis Laurent Vidal, et mon cabinet est à Lourdes. Lourdes, c'est un petit peu, alors il y a la grotte, mais il y a ma grotte à moi, qui est mon cabinet, d'ailleurs comme une chapelle. Euh, et quand je dis je suis un peu ému, c'est-à-dire que là, c'est pour moi l'occasion de transmettre ce que je fais tous les jours dans mon cabinet et ce que je vois tous les jours dans mon cabinet. Et de vous transmettre une thérapie. Alors je n'ai été formaté de rien puisque je n'ai suivi aucune formation. C'est une thérapie qui m'est venue à moi tout simplement par canalisation. Voilà. Donc je vais vous parler d'abord de moi. Alors je vous donne un peu le programme, de ce qui va se passer. J'avais fait un PowerPoint pour que vous puissiez regarder, etc. Et puis ce matin dans la voiture, j'avais mon ordinateur, j'avais tout préparé. Je me suis dit, oh ben non, je vais parler avec mon cœur, comme je sais le faire. Et ça sera beaucoup mieux pour tout le monde. Pour moi déjà, parce que je n'aurai pas besoin de regarder sur mon ordinateur si je suis bien. Ça viendra comme ça viendra. On est d'accord? Voilà. Donc je vais vous exprimer toutes les choses avec mon cœur, sans aucun formatage de quoi que ce soit. Et finalement, vous allez voir que chacun d'entre vous va se reconnaître dans ce que je vais dire. Ça va faire écho à chacun d'entre vous. Pourquoi? Parce que finalement, on a quelque chose de commun ensemble, c'est d'être venu ici, s'incarner dans un corps, pour venir expérimenter ce que notre âme a décidé pour nous d'expérimenter, de nous faire vivre. Pour une raison très simple, c'est de permettre, pour deux choses, c'est déjà de faire fructifier, de faire fortifier ce bagage avec quoi elle est venue, cette âme, c'est-à-dire ce bagage de qualité d'âme, j'appelle un bagage, une qualité d'âme, qui au fur et à mesure qu'on va grandir, qu'on va évoluer, va se manifester à nous, ce bagage. Et alors, ce que je vais faire d'abord, je vais vous parler de moi, comment j'en suis arrivé là. Si un jour on m'avait dit que j'allais, en 2025, ça commence un petit peu depuis, on va dire, depuis 2021, je dirais, à faire des conférences et à parler de bien-être, à parler de guérison, à parler d'énergie, à parler de libération émotionnelle, j'aurais éclaté de rire. Parce que, contrairement à certains de mes confrères, moi, c'est arrivé très, très, très tard. Mais vraiment, pour tout vous dire, j'étais quelqu'un d'assez cartésien. Je ne croyais pas à tout ça. J'ai commencé à faire un salon du bien-être à l'âge de 50 ans. Vous imaginez? Je préfère vous le dire pour vous dire qu'il n'y a pas de règle. C'est comme ça doit venir, ça vient ou ça ne vient pas, ça doit venir parce que c'était inscrit. Mais il n'y a pas de règle. À l'âge de 50 ans, j'avais jamais vu de médium de ma vie, jamais vu de guérisseur de ma vie, jamais fait de salon de bien-être, jamais vu de... Voilà. Et j'étais dans le faire, puisque j'étais responsable commercial pendant 30 ans. Donc, loin de moi l'idée de tout ça. Et ce qui s'est passé, c'est que, comme tout à chacun, j'ai eu des épreuves dans ma vie, comme vous tous. Vous êtes venus pour ça, hein. Vous êtes venus pour expérimenter, mais ça passe par les épreuves, hein. Donc, comme tout à chacun, j'ai vécu des épreuves compliquées, difficiles. Et à un moment donné, à l'âge de 50 ans, puisque j'étais marié, père de famille, hétéro, voilà, bon père de famille, responsable commercial, propriétaire d'un appartement, mais j'étais pas heureux. J'étais pas heureux. Et puis, j'ai décidé de rompre avec cette vie-là, parce que j'étais très malheureux. Voilà. En fréquence vibratoire, je pense que j'étais autour de 1, 2, vous voyez, en termes sur l'échelle des émotions, sur l'échelle du bonheur. Et pour ça, j'ai tout changé dans ma vie. C'est mon âme qui m'a poussé à ça, si vous voulez. C'est qu'à un moment donné, on n'a plus le choix. Aussi, on a toujours le choix. On peut faire le choix, continuer à vivre à travers ses peurs, à travers, soi-disant, illusoirement, son petit confort, mais en étant malheureux. Toute sa vie. C'est pas grave, on reviendra. Mais moi, j'ai décidé à ce moment-là, la vie m'a poussé à changer complètement. J'ai tout changé, hein. Si on pouvait tourner la tête à 360 degrés, je l'aurais tourné à 360 degrés. Hein.
j'ai tout changé. C'est-à-dire que je me suis séparé de mon ex-femme. C'était très compliqué. J'ai fait un, comment dire, j'ai rompu avec toute ma vie d'avant. C'était très dur et très compliqué pour le père aimant que j'étais, parce que j'étais... Vous voyez, il y a encore quelque chose encore à travailler, hein parce que je fais mieux en parlant, mais ça va beaucoup mieux. J'étais obligé de rompre aussi avec les enfants, voilà, avec ma fille. Donc, eh ben, j'ai croisé, j'ai croisé quelqu'un qui m'a beaucoup apporté pendant 2 ans, un garçon. Voilà. Donc j'ai tout changé, j'ai changé de lieu, de géographie, de vie complètement, et je me suis retrouvé à nu, mais vraiment, parce que je suis parti une main devant, une main derrière, j'ai tout laissé, absolument tout. Et cette personne qui devait être sur mon chemin d'âme m'a reçu, et à partir de là, a commencé l'éveil tout doucement chez moi, moi qui étais, je vous dis, fermé à tout ça. Enfin, je n'étais pas fermé complètement parce que j'étais prêt à entendre. Et cette personne, il se trouve qu'elle était médium. Voilà, banquier, mais médium, sans avoir de cabinet à son compte. Mais elle voyait les défunts comme je vous vois. J'étais surpris, mais je trouvais ça rigolo. Et un jour, et je la finis là-dessus, un jour, cette personne me dit « Viens avec moi, on va voir une voyante ». Pour la première fois, j'allais voir une voyante. Mais ce n'était même pas pour moi, c'était pour lui. Et je m'assois à côté de lui, et puis cette femme qui connaissait déjà lui dit des choses, et puis d'un seul coup, son regard se fixe sur moi, et elle me regarde, et elle me dit, alors elle l'ignore complètement du coup, alors moi je suis un peu surpris, et elle me regarde et me dit « Oh, mais qu'est-ce que tu as dans les mains ?» Et je vois un grand cœur comme ça. J'ai cru qu'elle était folle, vraiment. Et elle me dit, il faut absolument qu'on fasse l'échelle de Beau-Fils. Vous connaissez l'échelle de Beau-Fils, hein? C'est pour voir... Et elle fait l'échelle de Beau-Fils et poum ça... Alors déjà, je suis surpris. Elle me dit, il faut absolument que tu prennes un pendule parce que tu as quelque chose dans les mains. Alors, après cette visite, alors déjà, le copain, il me regardait avec des yeux, mais je sentais que j'avais touché un peu son ego. Et je commence à acheter un pendule. Je commence à faire une formation de 2 jours. C'est la seule formation que j'ai faite de magnétiseur. Voilà. Celle qui a fait cette formation a vu plein de choses en moi déjà aussi. Et puis j'ai commencé à faire des soins, je trouve ça rigolo, à faire des soins avec les mains. Toutes les personnes qui passaient dans les mains, ben, j'enlevais les douleurs. Et ça devenait de plus en plus fort. Voilà, donc tout ça, ça a commencé. Vous voyez, l'éveil a commencé comme ça. Et petit à petit, alors le copain en question m'a quitté à un moment donné, parce que pour lui, c'était insurmontable d'avoir quelqu'un qui brillait finalement à côté de lui, parce que lui, il brillait beaucoup. Alors il a fini par partir, évidemment, et je me suis retrouvé seul. Et là, j'ai réactivé un mécanisme en moi, la blessure de l'abandon. Ça a été d'une horreur absolue, d'une tristesse absolue. J'étais tout seul, plus de famille, j'avais rompu avec mon passé, comme je vous l'ai dit, plus rien, plus personne, et je me suis retrouvé finalement à appeler au plus grand, à la source, à l'univers, à Dieu, vous l'appelez comme vous voulez. Pour moi, il n'y a pas de... Voilà, moi je dirais le Christ pour moi, mais ça, c'est personnel. Et alors là, tout est arrivé, c'est-à-dire que je suis retrouvé à recevoir des choses que je ne soupçonnais pas. Mon pendule, j'ai commencé à l'utiliser avec des informations que je recevais. J'ai commencé à avoir des gens sur mon chemin qui avaient besoin de soins. Et là, ça allait voilà, en augmentant. Tout ça pour vous dire, et j'arrête de parler de moi, c'est qu'on ne s'y attend pas. Quand ça doit venir, ça vient. D'accord ? Si ça vient, alors moi, c'est ma mission de vie aujourd'hui, je le sais, je suis aligné aujourd'hui avec qui je suis. Et puis, pour d'autres personnes, eh bien, il y en a qui se cherchent, qui reviendront, c'est tout à fait autre chose. Le but de l'existence, c'est de se connaître soi. Socrate disait « connais-toi toi-même », mais il a tellement raison. Il a tellement raison parce que c'est en se connaissant soi-même que justement, en étant aligné, que justement on arrive à être dans l'abondance, je dirais, c'est-à-dire à vivre pleinement sa vie dans le bien-être. Mais ça passe par la connaissance de soi. Voilà, alors je ferme la parenthèse sur qui j'étais, j'ai arrêté de parler de moi, et je vais vous expliquer maintenant pourquoi
j'en viens à faire ces conférences et pourquoi mes soins sont basés sur la libération de l'esprit et la libération du corps. Alors, comme vous avez vu, j'ai commencé par des soins énergétiques. Voilà. Et petit à petit, à force d'ouvrir ce canal, je me suis retrouvé à avoir des informations sur l'esprit. Parle de l'esprit. Travaille avec l'esprit. Libère l'esprit. Je ne comprenais pas vraiment. Sur mon chemin est arrivé des informations, des vidéos. Je me suis renseigné sur la psychologie. J'ai fait aucune formation, mais j'ai glané des informations à droite et à gauche pour comprendre ce qu'on m'envoyait. J'ai reçu un jour, pas un jour, ça a duré 3 semaines, un mois, j'ai reçu à peu près, ça peut paraître étonnant, mais c'est comme ça, 80 canalisations de là-haut, sous forme de questions-réponses sur la relation de l'esprit, du corps et de l'âme. Et là, j'ai compris, j'ai ouvert les yeux. J'ai commencé à expérimenter par rapport aux informations que j'ai reçues sur la relation de l'esprit, le corps et de l'âme. Donc ma conférence va vraiment se baser sur tout ce que j'ai reçu et tout ce que je mets en pratique dans mon cabinet. Je regarde l'heure, allez, on va dire, je vais prendre 20 minutes après, et je vais, ça va être étonnant peut-être, mais on va voir, je vais vous montrer en pratique ce que cela donne. Donc s'il y a des personnes dans l'hémicycle qui ont des douleurs, des douleurs physiques j'entends, alors vous me direz, je vous dis, j'ai pris 20 minutes avant la fin de la conférence, si vous êtes d'accord, vous viendrez sur scène et on fera le soin par imposition des mains, parce que je ne touche pas les gens, et vous verrez, vous testerez, et vous pourrez, tout en expérimentant, ça sera en direct live, vous pourrez dire ce que vous ressentez à l'autre partie de l'hémicycle. Ça vous ira? Donc déjà, pour lever le doigt, dites-moi, est-ce qu'il y en a qui ont des douleurs physiques? Ah oui. Ok. Donc sur l'annonce, j'ai mis 3 à 4 personnes, vous voyez. Voilà, on verra, en fonction d'eux. Et en même temps, comme je suis médium, je vous dirai un petit peu ce que je vois sur vous. J'ai cette capacité à lire à livre ouvert les gens. D'accord? Alors, parlons de ce que j'ai compris et de ce que je vois dans ma thérapie. D'accord? Ce que je comprends aujourd'hui, alors je vais me servir de choses que vous connaissez déjà, je n'invente rien. On a tout un chacun des blessures. Ça, vous le savez. Lise Bourbeau, qui est pour moi la papesse des blessures de l'âme, en parle tellement bien que, je vous apprends rien, il y en a 5. L'abandon, le rejet, l'humiliation, l'injustice et la trahison. Ces blessures, si je reprends Lise Bourbeau, et elle a raison, parce que pour moi ça a été validé, on les a depuis le ventre de la mère jusqu'à l'âge de 3-4 ans à peu près. On les a tous. Ok, on est venu s'incarner avec ces blessures-là. Après, dès qu'on ouvre les yeux, le travail va commencer. Alors, certains disent que c'est dès le ventre de la mère, et je suis assez d'accord là-dessus, qu'on va déjà expérimenter ce qu'est l'ego, puisqu'on va expérimenter ce qu'est déjà la séparation. Vous voyez ? Alors, je vais parler de dès qu'on ouvre les yeux, ça sera plus simple. Dès qu'on ouvre les yeux, vous avez évidemment d'abord les parents qui se penchent sur votre berceau. Ces parents, ils y vont avec leur propre projection, leur propre... leur propre projection, ce qu'ils ont même reçu eux-mêmes en éducation. Donc, ils vont projeter sur l'enfant qui naît leurs idées, leurs pensées, leurs projections, déjà. Après, évidemment, s'il y a une fratrie au-dessus, ça sera les frères et sœurs qui sont au-dessus, qui vont projeter leurs projections. Et à partir de cela, selon l'éducation qu'on a reçue, alors je vais prendre un exemple précis, on va prendre le mécanisme qui est lié à une blessure, le mécanisme de la trahison. Ça doit parler, ce que je vais dire là, va parler à la plupart d'entre vous parce que c'est ce que je vois le plus dans mon cabinet lié à ce mécanisme de contrôle, le mécanisme de contrôle lié à la trahison. Et vous allez voir, ça va faire écho. Donc, on peut imaginer des parents où vous avez un père qui est taiseux, comme ça peut être le cas de la génération précédente, n'est-ce pas? Où c'est des gens qui avaient du mal à exprimer leurs émotions, donc un père taiseux qui a du mal à exprimer, et une mère qui n'arrive pas à manifester son amour. Donc vous avez 2 parents qui n'arrivent pas à manifester leur amour, un père qui est taiseux et une mère contrôlante.
Ça doit vous parler aussi, n'est-ce pas? Une mère contrôlante qui tout simplement a besoin, dans son éducation, de tout contrôler et qui est dans l'incapacité, je dis bien l'incapacité, de dire « je t'aime ». Alors imaginez ce petit garçon, cette petite fille de 5 ans, 6 ans, qui n'a pas évidemment l'analyse de l'adulte que vous êtes, qui a en face de lui 2 parents qui sont dans l'incapacité, ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'amour, il y en a eu certainement, mais il n'y a pas eu de manifestation d'amour. Donc dans l'incapacité de dire « je t'aime », ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que d'un seul coup, cet enfant attend. Alors je vous montre, hein, ça fait ça. Il attend, il attend, il attend, ne voyant rien venir, avec une phrase qui est pour moi très révélatrice de ce mécanisme-là. Désormais, on ne m'y reprendra pas à 2 fois avant d'ouvrir à nouveau mon cœur. Là, ça doit commencer à vous parler de ce mécanisme-là. Parce que ce mécanisme-là va être mis en place par l'enfant de façon inconsciente, et à ce moment-là, il ne sera plus du tout dans l'insouciance qu'un enfant devrait être. C'est-à-dire, il lui manque 2 choses. La manifestation de l'amour et ce sentiment d'être en sécurité. Il est en totale en insécurité. Donc, s'il est en totale en insécurité, il va être obligé d'être dans le contrôle de ce qui va se passer à l'extérieur de lui. Parce qu'à l'extérieur de lui, c'est le danger. Ça va jusque-là. Et donc, si vous voulez, à partir de là, ça va devenir un mécanisme d'enfermement. Et ça veut dire quoi, un mécanisme d'enfermement? C'est-à-dire que c'est... Alors, si on reprend le mécanisme de la trahison, ce que je vois moi en cabinet, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire, quand cet enfant qui va devenir adolescent, qui va devenir adulte, ça va être très compliqué dans ses relations affectives, déjà. Parce que chaque fois qu'il va commencer à mettre en place une relation, puisqu'il est déjà dans l'inquiétude d'ouvrir son cœur, alors il va l'ouvrir tout doucement, mais il va être en observation à l'extérieur de lui, de voir est-ce qu'il n'est pas en danger d'avoir ouvert son cœur comme ça. Et il suffit qu'en face de lui, la relation qu'il commence à mettre en place, cette personne lui mente. Alors le mensonge, évidemment, dans ce mécanisme-là, vous le doutez bien, est insupportable. Alors à ce moment-là, il va se fermer, il va garder en lui, il va mettre à distance. Foutez-moi la paix, laissez-moi tranquille, je mets à distance. Ça vous parle tout ça pour l'instant? Je continue, n'est-ce pas? Donc là, il est dans son mécanisme d'enfermement, il commence à se protéger. Et dans ce mécanisme-là, ce qui est douloureux, c'est que, il va avoir un sentiment d'impuissance, d'incompréhension, le sentiment d'être seul, perdre confiance en soi, perdre estime de soi aussi, des questions sans réponse. Et son mental va l'illusionner que s'il est en souffrance, c'est toujours la faute de l'autre. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand on pense que c'est toujours la faute de l'autre? Eh bien, il va perdre confiance. Il va perdre confiance dans l'autre. Il est tout à fait en capacité de donner sa confiance, mais aussi de la reprendre aussitôt. Alors, forcément, quand vous êtes face à quelqu'un qui a ce mécanisme de contrôle lié à la trahison, et que vous-même, vous avez un autre mécanisme, je prends celui du rejet par exemple, et que vous avez d'un seul coup quelqu'un qui se referme, qui n'exprime plus parce qu'il ne peut plus exprimer. Et ça va réactiver chez vous votre propre mécanisme d'abandon, de rejet. Pour moi, c'est à peu près la même, c'est lié en tout cas, où vous aurez le sentiment que la personne, que vous n'existez plus, que vous ne sentez plus aimé. Vous voyez, on se fait réactiver chacun son propre mécanisme. Et tout est comme ça. Absolument tout est comme ça. Pourquoi on est venu ici s'incarner? Même pour vivre cela. Ça peut paraître incroyable. Mais c'est pour cela qu'on est venu. Parce que, on va le voir au fur et à mesure, en vivant ces douleurs, ces difficultés à vivre à travers ce mécanisme-là, notre âme va lutter, et va faire en sorte d'ouvrir ce petit bagage avec quoi elle est venue, ce bagage de qualité d'âme. C'est-à-dire que c'est dans ces épreuves-là, ces difficultés de la vie, que notre âme va décider tout simplement de manifester à nous des forces insoupçonnées. Ça peut être par la maladie, trahison de la vie, ça peut être par des relations affectives, trahison de l'autre,
ça peut être par des séparations, trahison, des infidélités, trahison. Voilà. C'est pour ça que dans mon cabinet, j'ai beaucoup de gens qui viennent aussi avec ce mécanisme de contrôle lié à la trahison. Parce qu'à un moment donné, ils cherchent une solution qu'ils n'arrivent pas à trouver par les médecines dites traditionnelles. Allez voir un psy. Alors je ne vais pas faire des critiques. Je suis en complément dans mon activité, en complément, je vais dire, de la médecine traditionnelle. Et de la médecine traditionnelle, pour moi, il y a la psychologie moderne, il y a tout ça. Mais pourquoi des fois c'est compliqué? Parce que quand vous avez une personne qui va voir un psychologue ou un psychanalyste, et le fondement même de la psychanalyse, c'est la libération par la parole. C'est-à-dire que c'est Freud qui l'a inventé. Et libération par la parole, on libère, mais on va toucher ce qui est conscient. Et ce qui est conscient, eh ben, ça libère sur le coup. Mais ça fait du bien. Mais ce n'est pas forcément là où il faut aller. En tout cas, c'est là où il faut être, mais ce n'est pas suffisant, je dirais. Il manque ce qui est le plus important pour moi, toucher l'inconscient. Et là, en vous parlant de ça, on voit finalement les effets, les effets limitants de la thérapie. Parce que des fois, on a l'impression de tourner en rond. C'est-à-dire que si on rentre dans la psychanalyse, souvent, il faut aller dans l'enfance. Il faut trouver des raisons pour cela. Qu'est-ce qui se passe? On va trouver un bouc émissaire, c'est papa, c'est maman. Et pour autant, ok, on prend conscience de c'est papa, c'est maman, mais pourquoi je suis toujours aussi mal? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, là on arrive vraiment au cœur du problème. Qu'est-ce qui se passe? Tout d'abord, c'est lié à la gestion des émotions. Voilà, parce que je reviens sur le mécanisme de cet enfant qu'il met en place de façon inconsciente pour se protéger. Et dans ce mécanisme, on va prendre toujours le mécanisme de la trahison, de contrôle, il y a une gestion des émotions qui est assez particulière. C'est quoi? C'est que quand arrive, on va dire, un événement qui contrarie la personne, d'accord, à l'extérieur de l'être, ça peut être une séparation, qu'importe, quelque chose qui contrarie. Que fait le mental? Le mental voit à l'extérieur une situation qui est en train de se mettre en place. Il dit, mais ça je connais ça. Donc d'abord, ce mental, il va ressasser cet événement. Okay, il va le ressasser. Et dans ce mécanisme de protection, de contrôle, rappelez-vous, on garde en soi. On garde les émotions en soi. On a du mal à les exprimer. Donc ce mental va ressasser tout ça. Et après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, hop, c'est refoulé. Pourquoi c'est refoulé? Parce que d'abord, on a gardé en soi. Et que la vie continue. Et qu'on va s'occuper de ce qui se passe à l'extérieur de soi. Donc, le premier événement qui nous contrarie, hop, on le refoule. Et tout est comme ça. Tout est refoulé. Et où ça va? D'abord, ce qu'on va refouler, ce sont des peurs. Derrière la colère, c'est la peur. Derrière le chagrin, c'est la peur. Derrière l'orgueil, c'est la peur. La culpabilité, c'est la peur. La honte, c'est la peur. C'est que des peurs. Des peurs à fréquence vibratoire basse. Ces peurs vont venir dans un espace, alors, on va dire dans l'inconscient, mais je vais dire dans l'inconscient, il va y avoir, vous savez, comme une réserve de nourriture. Quand vous faites vos courses aujourd'hui, vous avez chez vous un placard, un cellier, vous rangez vos boîtes de conserve. Et bien là, c'est pareil. Ce mental va ranger ses peurs comme des boîtes de conserve dans cet espace, dans l'inconscient, dans ce placard. Et aujourd'hui, quand vous êtes en souffrance, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, votre mental voit à l'extérieur de vous une situation qu'il connaît déjà, donc. Il part dans ce fameux placard à nourriture, pour lui, et il va, d'abord il dit, mais ça je connais, j'ai déjà vu ça quelque part. Ah, bien sûr, allez, il va partir dans ce placard, et à ce moment-là, il va laisser le souvenir de côté. Accolé à ce souvenir, il y a une peur qui est en sommeil. Il va la réactiver, la ramener au présent. À ce moment-là, vous êtes en souffrance émotionnelle, et votre mental va vous illusionner que si vous êtes en souffrance, c'est toujours la faute à l'extérieur de vous. Ça, messieurs, dames, vous savez comment ça s'appelle? L'ego. C'est l'ego. Parce que l'ego ne fait absolument pas la différence entre ce qui se passe à l'extérieur et la véritable source de la souffrance émotionnelle qui, elle, vient de l'inconscient, de ce qui a été refoulé. Est-ce que je suis assez clair? Voilà. Donc, mon travail consiste aujourd'hui, par ma médiumnité, d'aller précisément là où va le mental. On me donne des dates précises. Et moi, ce que je remarque, puisque je suis formaté de rien,
Et soin après soin, c'est toujours la même chose. Qu'est-ce que je remarque? Eh bien, je remarque que, contrairement à ce que peuvent dire les psys, on ne va pas dans l'enfance. Je comprends pourquoi ils le disent, mais à travers mes soins, on ne va pas dans l'enfance. J'ai été le premier surpris. Ah bon donc, on ne va pas dans l'enfance, mais comment ça se fait qu'on ne va pas dans l'enfance? Ben non, c'est plus complexe que ça. On va là où le mental va se servir pour ramener en conscience. Et là, j'en suis en train d'utiliser un mot très important que vous devez entendre, conscience. Et bien le mental, c'est pareil. Il va ramener des peurs pour ramener en conscience. Et donc, conscience de peur veut dire souffrance émotionnelle. Mais on ne va pas dans des endroits comme l'enfance parce qu'on ne se rappelle pas forcément. On va dans des endroits, moi je le vois, on va dans des répétitions du mécanisme en place, dans des périodes d'une vie, c'est-à-dire quand on a entre 50 et 60, entre 10 et 30 ans. Ça peut être plus tard quand j'ai des patients de 80, 85, on va dire 40, 50, vous voyez? Et dans une fenêtre de tir, je suis toujours étonné de voir que c'est même pas sur 40 ans, c'est sur 15, 20 ans, pas plus, que je vais chercher ce qui a été refoulé. C'est toujours étonnant pour moi. Et selon chaque personne, c'est toujours précis. C'est aller à 25 ans, puis après à 26 ans, puis après à 28 ans, 30. Hop, là, c'est entre 10 et 15. Voilà. Voilà. C'est là où... Voilà, ça, pour moi, a été une découverte et mes conférences me servent à ça, pour vous transmettre ce que je sais aujourd'hui et ce que je fais dans mes soins. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, tout simplement, alors là je suis en train de vous dérouler un petit peu ce qui se passe à travers ma thérapie, mais je préciserai après. Mais tout ça pour vous dire que dès qu'on va enlever, nettoyer ce qui a été déposé, on fait en sorte de vider le garde-manger du mental, si je peux me permettre d'exprimer ainsi, mais je trouve que l'image est belle, de faire en sorte, on force le mental, on lui met sous on le force à faire disette. On le met en cure d'amaigrissement, ce mental, et il en a bien besoin. D'accord? Pourquoi? Parce que le mental continue, lui, à aller chercher, mais si on a nettoyé, ben, il revient bredouille. Et ce qui se passe, soin après soin, dès la première séance, il y a un apaisement, il y a une légèreté, il y a un bien-être. Tout de suite, les gens, même devant moi, ils disent oh, « qu'est-ce qui se passe ?» mais parce que toutes ces peurs à fréquence vibratoire basse sont tellement en fréquence vibratoire basse que ça alourdit le corps. Voyez? Et là, dès qu'on enlève ça, une légèreté. En rigolant, je leur dis « je vais ouvrir la fenêtre, vous allez vous envoler. Hein. » Voyez? Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que on est complètement, à ce moment-là, dépendant, dans ce mécanisme de contrôle, dépendant dans notre mental. Je suis obligé de vous le dire, messieurs, dames, vous qui êtes pour la plupart dans des mécanismes de contrôle, quand on est dépendant de notre mental, on vit une vie complètement à côté de ce qu'on pourrait vivre de mieux. C'est-à-dire que le mental, eh ben, c'est pour moi l'illusion la plus totale. C'est-à-dire que c'est le passé. On va ressasser des choses du passé. Le passé, c'est illusoire, c'est terminé. C'est le futur, avec beaucoup de peur et d'anxiété de ce que sera demain. Mais c'est terminé. Le futur, on n'y a pas accès plutôt. Mais le mental, c'est jamais l'instant présent. Or, l'instant présent, c'est là où il y a la vérité de l'âme, les pensées de discernement, les pensées de raison, le lâcher-prise. Mais c'est très compliqué pour un mental très fort de lâcher prise. Il ne peut pas. Et quand vous en avez déjà entendu, parce que vous êtes dans ce mental-là, très très fort, très compliqué, des gens autour de vous, par bienveillance, attention, qui vous dit « mais arrête d'y penser, lâche prise un peu, allez, pense à autre chose ». Déjà, un, c'est très culpabilisant, il faut dire ce qui est, et de deux, ben on est dans l'impuissance, on n'y arrive pas, mais je comprends qu'on n'y arrive pas. Parce que le mental, il vient comme ça, avec ses pensées, interagir, qui nous empêche justement de revenir. Alors revenir à quoi? Ben, je vais en parler de ça. Pendant mes canalisations, où j'ai reçu toutes ces canalisations, sous forme de questions-réponses, j'ai reçu une information très importante. On a deux chemins en nous. Le chemin du mental et le chemin du cœur.
Le chemin du mental, on m'explique que c'est la relation mental-esprit, où sur ce chemin-là, vous avez toutes les peurs, vous avez aussi tous les traumas, les peurs, donc on a vu le passé, le futur avec beaucoup de peur et d'anxiété. Et sur ce chemin-là, c'est aussi un sentiment d'être perdu, de ne pas trouver sa place, finalement d'être complètement... on a l'impression d'être enfermé dans quelque chose, de répéter toujours les mêmes choses, d'attirer toujours les mêmes personnes. Et sur ce chemin-là, c'est pour moi le chemin mental, c'est le chemin des peurs. Et ces peurs à fréquence vibratoire basse, pour moi, il y a des lois universelles qui existent, elles sont pour moi réelles. C'est les lois de l'attraction, par exemple, que certains d'entre vous connaissent. On attire ce que l'on est. On a un état d'esprit en fonction de ce chemin-là. C'est-à-dire que l'état d'esprit lié à nos peurs, tout simplement, on va attirer à nous des blocages, des enfermements. On est énergie. On n'est qu'énergie. Einstein le montrait, Tesla le montrait aussi, mais on n'est qu'énergie. Tout est énergie ici. L'univers est énergie. Donc on va attirer en nous ce qu'on est avec cet état d'esprit-là. Et à un moment donné, le mental finit par obscurcir l'esprit. On n'y voit plus clair du tout. Et là, ça devient compliqué. Là, on va commencer à parler de maladie, on va parler du corps. Vous voyez, petit à petit, on parle de libérer l'esprit et on va commencer à parler du corps. Quand l'esprit est embrumé, qu'est-ce qui se passe? Il va envoyer au corps des informations liées à ce que lui-même il a reçu comme information illusoire. Rappelez-vous, c'est le mental qui envoie ces informations liées au passé, c'est illusoire, liées au futur, c'est illusoire. Et ces informations-là, le corps lui-même, à ce moment-là, envoie ça, l'esprit lui-même envoie ça au corps. Le corps, qu'est-ce qu'il fait? Il va réagir en fonction des informations qu'on lui envoie. Sur la blessure de l'injustice, on dit, ou le mécanisme lié à la blessure de l'injustice, c'est par excellence la blessure de la rigidité. Alors là, pour le coup, c'est un mécanisme vraiment de contrôle. On va tout contrôler. Mais on va essayer de contrôler à l'extérieur de soi. Est-ce qu'on va contrôler à l'extérieur de soi? On va le contrôler à l'intérieur. D'où les inflammations du corps. Alors, pour mieux expliquer mon propos, je vais faire une parabole. Je vais vous raconter une petite histoire que vous connaissez peut-être déjà. Prenez une diligence. Et ça me permet aussi de parler du corps. Vous imaginez une diligence, le cheval, la voiture, d'accord? Le client qui est dans la voiture et le cocher qui fouette le cheval. Ça va? Vous avez l'image? Donc, le cheval et la voiture, c'est vous, c'est votre être. Le cocher qui fouette le cheval, c'est votre mental. Ça va jusque-là? Le client dans la voiture, c'est votre corps, qui est séparé par le cocher, par une vitre. OK? Cette diligence prend une route de campagne avec des nids de poules, comme on peut imaginer. Premier nid de poules. Donc vous avez le client dans la voiture qui est secoué comme ça et qui frappe à la vitre. « Hé, cocher, moins vite !» Le cocher, le mental, il n'entend pas, il continue. Deuxième nid de poule. « Oh, cocher, moins vite !» Il se fait mal, hein? Le cocher, il n'entend toujours pas. Troisième nid de poule, quatrième nid de poule. Cinquième nid de poule, la voiture, clac! Ça, c'est l'hernie. Ça, c'est le cancer. Ça, c'est la maladie. Ah, le cocher, là, on est obligé de l'entendre. Là, il se pose. Et pour certaines personnes qui viennent dans mon cabinet, qui ont vécu des cancers, qui s'en sont remis, il y a eu rémission, il y a tout ça, et puis ils viennent, il y a quelque chose qui se passe en eux, pour beaucoup. Il n'y a pas que le cancer, il peut y avoir d'autres maladies, bien sûr. Ils prennent conscience. Là, ils commencent à prendre conscience de ce qu'ils ne veulent plus, finalement, vivre. Le mal a dit, mais c'est vrai, le mal a dit, le corps est en train d'exprimer quelque chose, voyez? Mais il exprime quoi, le corps? Il exprime un dysfonctionnement au niveau de l'esprit, il exprime un dysfonctionnement au niveau de l'être, il y a quelque chose qui tourne pas rond. La médecine ayurvédique, j'en parle un peu parce que je suis parti en Inde l'an dernier et j'ai pris conscience que je faisais sans le vouloir de la médecine ayurvédique. Est-ce que vous connaissez la médecine ayurvédique? C'est la médecine hindoue qui a plus de 7000 ans d'âge, messieurs, dames, qui a donné naissance à la médecine chinoise. C'est la plus vieille médecine au monde. Et c'est incroyable, cette médecine, parce qu'ils nous montrent finalement, et on a perdu ça dans la médecine occidentale, que libérer l'esprit, c'est aussi libérer le corps.
Pour libérer le corps, il faut libérer l'esprit. Ils ont tout compris. C'est culturel. On enseigne ça à travers le yoga, à travers la méditation. Vous voyez? Alors ça commence, hein, de plus en plus, heureusement, on voit de plus en plus, ça prend effet. Mais voilà, on a beaucoup à apprendre cette médecine-là parce que c'est ça. Et là, pour le coup, pour le corps, quand vous prenez conscience que tout est lié à la puissance de votre mental, de votre contrôle, de vos peurs, alors prenez conscience que c'est ça qu'il faut lâcher, c'est ça qu'il faut travailler. Je vais vous raconter une histoire qui m'est personnelle. Je suis toujours un peu ému quand je la raconte. Je la raconte jamais en dehors de mon je la raconte toujours en dehors de mon cabinet, lors de mes conférences, pour que vous puissiez vous identifier à cela, pour clôturer un petit peu tout ça. C'est l'histoire de ma mère. Mes parents sont décédés. Bon. Ma mère, en 2000, est décédée en 2000, mais il se trouve qu'en 1996-1997, il y a eu un problème familial très important, une injustice. Voilà, un grand-père, malade d'Alzheimer, qui a accusé les parents de vol, etc. Mes parents, droit dans leurs bottes, une mère profondément honnête, s'est vue accusée finalement par ce grand-père et par toute la famille du côté paternel de vol. Et pendant des années durant, ça l'a travaillé. Je l'ai réalisé que quand j'ai vidé la maison de mes parents, où je suis tombé sur son journal intime, où c'est une personne qui gardait tout en elle, qui montrait rien. Et elle a marqué, jour après jour, toute sa souffrance, tout ce qu'elle vivait intérieurement. J'ai vu, si vous voulez, le mental à l'œuvre, toutes les peurs à l'œuvre. J'ai vu, à ce moment-là, j'ai compris tout ce qu'elle avait vécu de difficile en elle. Parce que ces peurs à fréquence vibratoire basse ont mis en place, moi je le vois parce que je travaille sur plusieurs corps, on n'a pas que le corps physique, vous savez, on a le corps éthérique, le corps émotionnel, mais quand je viens travailler sur le corps émotionnel, je le vois à travers les personnes où il faut colmater les brèches, tout ça, bon. Mais avec ma mère, c'était évidemment ça, c'est-à-dire elle a créé des fossés, des brèches au niveau corps émotionnel, puis après c'est passé dans le corps éthérique, c'est passé dans le corps physique. Tout ce noir qu'elle a créé en elle. Ces peurs à fréquence vibratoire basse ont mis en carence énergétique les différents organes du corps, parce que c'est ça qui se passe. Et sans s'en rendre compte, tout doucement, elle a fait son cancer du côlon. Le cancer du côlon est par définition un cancer dit silencieux, vous le savez ça. Et est arrivé ce qui est arrivé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, évidemment, pas eu de chance, elle est tombée sur un médecin qui lui dit « Madame, c'est psychosomatique ». Elle ne comprenait pas pourquoi elle avait mal au ventre, la pauvre. Et puis, à un moment donné, ayant très mal au ventre, à force, parce qu'elle faisait vraiment confiance au médecin, parce qu'elle était la justice, le médecin, ils savent mieux que moi, vous voyez. Et donc, à un moment donné, ayant tellement mal, elle a décidé de voir quelqu'un d'autre, un professionnel, qui l'a palpé, qui l'a vu une boule. Oh madame, il faut vous opérer. 3 mois après, elle était décédée. Voilà. Alors, je vous parle d'elle parce que vous pouvez comprendre maintenant à quel point la relation entre l'esprit et le corps est importante. Et que travailler uniquement son corps, c'est-à-dire aller voir uniquement des kinés, aller voir... Alors, très bien, ils font ce qu'il faut, on fait ce qu'on a, mais manger des médicaments comme des bonbons, comme des Doliprane, on sait aujourd'hui, hein, c'est pas moi qui le dis, on s'accorde à dire que le Doliprane fait partie des causes très importantes par rapport au foie, sur la destruction du foie, on le sait, ça, scientifiquement c'est prouvé. Les ibuprofènes. Vous avez aujourd'hui des personnes de plus en plus qui font des fibromyalgies. Et les centres antidouleurs que je suis allé voir me disent on est impuissant. Les médicaments que l'on donne ne marchent plus. Donc on les envoie vers qui, ces pauvres personnes? Vers des psychologues, qui sont impuissants aussi, on l'a vu tout à l'heure. Vous voyez? C'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. Donc là, vous voyez bien la relation entre libérer l'esprit et libérer le corps. Alors, ça va, je suis dans les temps. Est-ce que vous avez des questions? Le fait de déposer les peurs, etc., sur un journal intime, sur du papier, est-ce que ça ne décharge pas? Oui, sur le coup, ça peut décharger. Mais sur le coup, pour moi, c'est comme libérer la parole. C'est pas suffisant.
C'est pas suffisant. Il y avait un psychanalyste qui est venu me voir en soins. Alors ça a flatté mon ego, c'est sûr. Mais en tout cas, j'avais l'œil enfin d'un professionnel, parce que je vous ai dit, moi je suis formaté de rien. Hein, voilà. Qui suis-je pour... voilà. Donc, après une séance qu'il a faite pour lui, il m'a dit, Laurent, prenez conscience, ah oui, ça flattait mon ego, qu'en une séance de 2 heures, mais vous faites gagner des années de psychanalyse. Alors il m'explique pourquoi. Ben, monsieur, tout simplement, moi, j'ai des patients, mais il me faut des années. Et heureusement, moi, je les suis, il faut des séances. Et à un moment donné, ils me disent quelque chose, qu'est-ce que vous venez de me dire là, mais ça m'intéresse. Hop, on va chercher ce qu'il avait noté auparavant. Ah, il va détricoter le fil. C'est-à-dire qu'il prend, là, à ce moment-là, il y a l'inconscient qui successivement est venu comme ça, s'infiltrer, est venu remonter en conscience. Vous voyez ? Et il me dit, c'est comme des bouchons de champagne, finalement, qu'on fait sauter, parce que là, il y a eu quelque chose, et là, on sent la libération. Ben oui, parce que libération par la parole, c'est bien. Libération pour écrire au journal, c'est bien. Tout est bien, il n'y a pas de souci avec ça, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Alors, c'est vrai que mes soins, ça aide, évidemment, je le vois tout de suite. Mais alors, qu'est-ce qui est à notre portée ? Je rebondis sur votre question. Qu'est-ce que finalement je peux avoir à m'apporter pour tout seul y arriver ? Alors, il y a des choses. Servez-vous, par exemple, de la sophrologie. Pourquoi la sophrologie est importante ? Parce que le but, c'est d'apaiser le mental. Et pour apaiser le mental, eh ben, la méditation le montre, le yoga le montre aussi. C'est bien de focaliser son attention sur sa respiration. J'inspire, j'expire, voilà. Les Américains, je prends des choses que j'ai vues de l'université de Stanford, ont montré ça, des psychiatres, des psychologues, des enfin des scientifiques, des gens expérimentés avec beaucoup d'expertise, ont montré que dans cette respiration, grande inspiration suivie d'une petite inspiration, fer hélice ou autre, bouche fermée, suivie d'une grande expiration du coup profonde et lente, silencieuse, permettait d'apaiser le mental. Je m'en sers dans mes soins. Donc voilà, je vous donne des choses qui permettent d'apaiser le mental. Après, ce qui est important, c'est de trouver sa propre méthode qui vous va bien, qui vous correspond. Faites-vous confiance. La seule vérité qui compte, c'est la vôtre. C'est votre intuition. On a tous une intelligence intuitive. Faites-vous confiance. Je sais bien que quand on est perdu, quand on a un mental très fort, on a besoin de solutions, d'aller à droite, d'aller à gauche. C'est normal, c'est humain. Mais ce qui est important aussi d'entendre, c'est cela, de se faire confiance. Parce que vous avez des gens autour de vous, toujours bienveillants, vont vous faire des projections, vont dire ben, moi je sais que c'est ça qui est bien pour toi. Il n'en sait rien, c'est qu'une projection de son vécu à lui. La seule vérité qui compte, c'est la vôtre, et personne d'autre. C'est la vérité de votre âme. Elle seule sait pour vous ce qui est bon. Il faut ressentir ici. Quand vous allez voir un thérapeute, un professionnel, ressentez ici. Ma mère n'a pas ressenti ici. Ma mère a fonctionné avec ça. Elle était droit dans le mur. Si elle avait pu ressentir ici, peut-être, je dis bien, même pas peut-être, sûr et certain, qu'à ce moment-là, elle aurait fait les bons choix pour elle. Parce que les bons choix pour nous se font à travers le chemin du cœur. Et ça me permet de parler du chemin du cœur, puisque j'ai parlé du chemin du mental. Le but de cette thérapie, de ces soins aussi, et de ce que je vous dis là, c'est ce que notre âme a décidé pour nous, revenir sur le chemin du cœur. Et dans cette canalisation que j'ai reçue, eh ben, c'est la relation cœur-esprit. Dans cette relation cœur-esprit, messieurs, dames, c'est là où j'amène mes patients le plus possible. C'est-à-dire que le mental nous permet, à ce moment-là, de revenir sur le chemin du cœur. Le mental apaisé nous permet de revenir sur le chemin du cœur. Juste une image, et après on commencera les soins, si vous voulez. Mon père est décédé il y a maintenant 2-3 ans, et mon père était gravement malade. Et moi, j'habitais sur Perpignan, mon frère sur Lyon, lui sur Montpellier. On a mis des auxiliaires de vie en place, Maïk d'Alzheimer, voilà. Et il ne pouvait plus s'occuper de son jardin. Il avait un magnifique jardin, plein de fleurs avant. C'était quelqu'un qui adorait la nature. Et sur la butte, en face de la maison, il y avait ce jardin-là. Évidemment, un jardin qui est mis à l'abandon, qu'est-ce qui se passe ? Les ronces envahissent le jardin, d'accord ? Donc moi, j'arrive et je vois les ronces.
Et je décide de prendre le tour par les cornes, allez, de remettre le jardin, en tout cas d'enlever les ronces. Incroyable. Il se trouve que le soleil était caché par les nuages. Donc j'enlève les ronces. Je coupe au sécateur les ronces. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je vois apparaître? Des bulbes d'iris que ma grande-tante, 40 ans auparavant, avait plantés. Vous savez, les iris, ça reste longtemps. Je les vois là, et comme d'un fait exprès, c'est pour ça que je parle de ça, le soleil s'est mis à percer juste où je venais d'enlever les ronces. Pourquoi je parle de ça? Parce que déjà, ces bulbes d'iris, quelques semaines après, quand je suis repassé, ça faisait de magnifiques iris. Et bien, c'est exactement ce qui se passe à chacun d'entre nous. C'est-à-dire que quand on ne vit plus à travers ses peurs, quand le mental nous enferme plus, ne jette plus un voile, j'appelle ça le voile de l'oubli, un vrai chapeau, un vrai couvercle, et bien à ce moment-là, quand ce couvercle est enlevé, vous pouvez vivre complètement tout ce que votre âme est venue avec son bagage, c'est-à-dire ces qualités d'âme qui sont en vous. Et dans mes soins, là où je me régale, c'est quand on me demande là-haut de travailler comme ça. Donc je travaille comme ça, c'est-à-dire de montrer à la personne, de prendre conscience de qui elle est. C'est-à-dire que là, une fois que les peurs sont enlevées, on va me montrer quelles sont ses qualités d'âme. Le courage, la force, la capacité de... Mais ce n'est pas suffisant. Pour qu'elle prenne conscience, on va me donner, sans qu'elle dise quoi que ce soit, on va me donner à quel moment de sa vie elle a manifesté à elle sa qualité d'âme. Et c'est très précis. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'elle se réapproprie ce jardin. Voyez? Et ça fleurit, ça fleurit, ça fleurit, ça fleurit. Et à ce moment-là, on est vraiment dans le bien-être. C'est prendre conscience de qui on est, c'est s'apporter de l'amour, c'est ne plus s'oublier. Et vivre non plus... Le bonheur, on dit, le bonheur, oui, il vient de l'intérieur. Et je vous le dis, je vous le confirme, je vous l'affirme, le bonheur vient de l'intérieur. Ça ne sert à rien de le chercher à l'extérieur, il n'existe pas à l'extérieur. C'est l'intérieur. Si vous avez sur une échelle du bonheur, si vous êtes à 4, 5 et vous pensez illusoirement que c'est à l'extérieur, le changement extérieur qui va vous rendre heureux, vous faites fausse route. Le changement ne se fait pas de l'extérieur. C'est l'illusion du mental. Le changement se fait de l'intérieur. Tout se fait de l'intérieur. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions avant de passer aux soins? Est-ce que, je reprends votre image, est-ce que quand on a vidé la mort à son cerveau, est-ce qu'elle peut se remplir Oui. pour la suite? Elle peut se remplir à partir du moment où on continue à gérer ses émotions comme on faisait. Donc c'est pour ça que je fais des soins supplémentaires pour apprendre aux gens à lâcher prise. Je fais des conférences aujourd'hui sur le lâcher prise. Parce que le lâcher prise est pour moi la solution idéale pour apprendre à fonctionner autrement et être en autonomie sur la gestion de ses émotions. Allez, un petit mot là-dessus. Le lâcher prise, rapidement, on apaise le mental, d'où la sophrologie qui peut nous aider. On identifie ses peurs, donc, parce que derrière le chagrin, le colère, c'est peur. Peur de quoi? On s'observe, on est en observation de soi, on devient chercheur de soi. On identifie ses peurs, on se pose la question, est-ce que j'ai réellement besoin de rester dans cette peur qu'on a identifiée? C'est oui ou c'est non, mais la réponse est toujours non. Le mental, par contre, voudrait qu'on dise « Ah oui, tu as besoin de rester dans cette peur, bien sûr. Oh là là, fais pas ci, fais pas ça. Attention, il va se passer ci, il va se passer ça. » Oui. La réponse est toujours non. Pourquoi? Et là, on va chercher en soi. On va chercher en soi ses qualités d'âme. Oui? Voilà. Et là, d'un seul coup, la peur, pop, disparaît. On n'est plus en colère, on n'est plus en chagrin, on n'a plus rien. Il y a quelque chose qui se passe, c'est-à-dire qu'on remonte en fréquence vibratoire. On vit alors des émotions très fortes positives, par exemple le courage. Le courage, c'est quoi? Le courage, c'est le courage de dépasser ses peurs. Et qu'est-ce qu'on retrouve? L'estime de soi. Oui, c'est tout ça. Ça répond à votre question? Ok. Alors, oui. Si je peux me permettre, pour avoir expérimenté un petit peu ce dont vous parlez, je parle de mon expérience personnelle, Oui. on parlait aussi autour de moi avec des gens qui essaient de suivre ce chemin. Ce qui me semble extrêmement difficile, c'est que le mental nous fait croire que c'est notre identité. Et dès l'instant où on va aller dans ce travail dont vous parlez, dans lequel je me reconnais complètement, c'est que abandonner cette illusion d'identité, c'est un deuil. Oui. Et je ne sais pas si ça parle à certains, faire le deuil de quelque chose, c'est terrible. Oui. Parce qu'on a l'impression qu'on meurt.
Oui. Moi, j'ai vécu cette expérience il y a 10 ans et j'ai eu le sentiment de mourir. C'était Oui. terrible. Oui. Donc, qu'est-ce qu'a fait mon mental? Il a cherché par tous les moyens à me protéger de quelque chose qui est terrible pour chez Antonio, Oui. c'est de mourir. Oui. Parce que mourir à soi, c'est pas simple. Oui. Et C'est donc, vrai. c'est pas une question, mais c'est quelque chose que vous avez rencontré. Le processus qui amène à ce dont vous parlez passe à un moment donné par cette capacité à faire le lâcher-prise Le plus vite fort de possible. soi, c'est-à-dire la mort de soi, enfin Oui. l'identité qu'on a de soi, qui est installée Oui. depuis très longtemps, puisque c'est ce qui nous a permis de survivre. Oui. Est-ce que vous pourriez dire un petit mot sur ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le processus qui nous a enfermés est aussi celui qui nous a protégés? Oui, bien sûr, vous avez raison. Oui, Oui, exactement, tout à fait. Il nous a protégés Exactement. et il nous a permis de survivre à Oui. quelque chose qui est horrible. Un manque d'amour, c'est insupportable. Exactement, tout à fait. Et ce processus-là nous protège, mais à un moment donné, il devient délétère. Est-ce que vous pouvez me dire un mot ou deux sur Oui. cette capacité à comprendre que ce qui nous a protégés devient délétère, en fait? Oui. Alors déjà, c'était ce processus engagé, c'était le désir profond de notre âme. D'accord? Les parents, pour moi, ne sont pas choisis au hasard. Les enfants non plus. D'accord? Et chacun joue un rôle pour l'autre. Donc ce processus, c'était déjà à l'initiative, devait être engagé de cette façon-là, pour tout simplement expérimenter par la douleur et manifester à la fin de ça en soi ses capacités d'âme. Ok. Donc si vous voulez, oui, pour revenir à ça, quand l'enfant met en place ce processus, c'est un processus de survie, pour se protéger. Tout le travail qu'on aura à faire, c'est de ne se désengager de ce processus de survie qui n'appartient qu'à l'enfant finalement. Donc dans le travail que je fais par exemple en thérapie, je travaille avec l'enfant intérieur. Parce que j'en ai pas parlé, mais ça me permet d'en parler maintenant. Puis je sais pas si oui, il faut quand même. L'enfant intérieur, c'est extrêmement important parce que finalement, vous avez un enfant intérieur qui vient, c'est une entité pour moi, d'accord, qui vient se manifester à vous avec toutes ses peurs. Cet enfermement, fais pas ci, fais pas ça, c'est votre enfant intérieur qui vient là, finalement. Et dans ce processus de guérison, une réconciliation pour moi s'impose avec son enfant intérieur. C'est-à-dire, à ce moment-là, c'est l'adulte que vous êtes qui a réussi à avoir toute cette force que l'enfant n'a pas, qui n'avait pas à cette époque-là, 5-6 ans, que les parents n'ont pas pu lui apporter. Et c'est cet adulte-là qui va le prendre dans ses bras, qui va lui dire « Pour toi, désormais, je serai ton papa et ta maman, je t'apporte tout ce qui t'a manqué, la manifestation de l'amour et cette sécurité-là, pour que justement, tu puisses être enfin dans l'insouciance, ce qui lui a manqué, qui lui a tant manqué dans l'enfance. » Vous voyez, ça répond à votre question? Voilà. Allez, qui veut venir? Alors, pas tous, évidemment. Donc, madame qui a levé le doigt. Après, vous, monsieur. Après, vous, madame. Toi, ça fait... Bon, je ne vais pas tout prendre, d'accord? Mais vous pourrez me voir venir après. On commence par vous? Venez. Je vous en prie. Votre prénom, juste. Sandrine. Sandrine. 2 secondes. Quand on dit 2 secondes, c'est que je me connecte. On y va. Voilà, j'ai des informations. Je survole, hein, je ne vais pas aller précisément. Ouais. Vous avez en vous le mécanisme, on parlait de trahison tout à l'heure. Ah, vous avez dû vous voir. Parce que c'est exactement ça que vous avez, d'accord? Je parle de maman. J'affirme, Sandrine, que vous n'avez jamais entendu le mot « je t'aime » de la part de votre mère. On est d'accord? Voilà, ça on me l'envoie, on me le dit très clairement. C'est pas qu'il n'y a pas eu d'amour, c'est qu'il n'y a pas eu de manifestation d'amour, d'accord? Ça veut dire qu'on me montre clairement que votre mère était dans l'incapacité de dire « je t'aime ». Elle ne l'a pas reçu de sa maman, tout simplement. On est d'accord avec ça? Votre grand-mère était dans l'incapacité de lui donner parce que votre grand-mère, assez autoritaire. On me le montre, très autoritaire, ok? Donc on peut comprendre. Je parle de papa, 2 secondes. Papa travaillait beaucoup, papa était beaucoup absent. On me montre qu'il était vraiment beaucoup absent de la maison. Hein? On peut comprendre à ce moment-là que la petite Sandrine, à 5 ans, 5 ans et demi, 6 ans, alors peut-être qu'il y a eu quelque chose, il y a peut-être un autre événement, mais qu'importe. Mais on peut comprendre déjà pourquoi la petite fille que vous étiez a mis en place ce mécanisme de protection lié à la trahison. Un père qui était souvent absent, donc il y a aussi, comment dire, un problème de reconnaissance, une demande. Hein, et une maman contrôlante, parce que votre maman était contrôlante, okay, qui prenait beaucoup de place. Hein. Et votre père, quand il rentrait à la maison,
Il ne s'occupait pas. Il ne s'occupait pas il n'était pas présent, affectivement, il ne s'occupait pas. Ce n'était pas son rôle pour lui. Il ne s'occupait pas. Il laissait faire maman. Oh, ça l'arrangeait aussi. D'accord? On me dit ça. Ça l'arrangeait aussi parce que maman prenait beaucoup de place, était contrôlante, c'est elle qui gérait. On est d'accord? Voilà. Je vais vous montrer émotionnellement ce que vous vivez aujourd'hui. Parce que vous avez un masque de protection qui montre... Alors, chez moi, les masques tombent, vous avez compris. Mais les masques de protection empêchent de montrer. C'est le but du masque de protection. OK? Qu'est-ce que vous avez émotionnellement? J'y vais. Aujourd'hui, ce que vous vivez aujourd'hui. Parce que c'est ça aussi l'idée. Hein. Dans les thérapies que je fais, je montre... les gens n'ont pas besoin de trop de parler. Comme vous voyez, il faut être en phase avec ce que je dis. C'est-à-dire qu'on me montre tout ce qui est difficile aujourd'hui à vivre. Pourquoi? Parce que ça... il y a un lien entre le passé et le présent. Donc je note tout ce qui ne va pas aujourd'hui, émotionnellement, les difficultés du jour, enfin les difficultés. Je mets ça de côté et à ce moment-là, si vous voulez, une fois qu'on a libéré émotionnellement, on revient sur ce qui ne va pas, ce qui est difficile de vivre aujourd'hui. Et on voit que ça part, c'est parti. Pourquoi je fais ça? Pour amener de la conscience. On parlait de la conscience tout à l'heure. La conscience, c'est vraiment, est vraiment une clé de la guérison. Amener de la conscience, c'est amener pour moi de la lumière. Hein, sur nos blessures du passé, sur ce qu'on a mis en place du passé, et pour définitivement laisser le passé au passé. Alors, émotionnellement, qu'est-ce qu'on me dit? 2 secondes. On montre une angoisse. La culpabilité. Angoisse, culpabilité, ça mélange ici. Mais vous ne pouvez pas l'exprimer, ça reste là, ça reste là. On est d'accord? Alors, les douleurs, vous les avez où? Au cervical? Oui, cervicale, épaule gauche. Vous préférez qu'on fasse quoi? L'épaule gauche? Allez, dites-moi, Oui, c'est vous qui choisissez. Ouais. Je confonds ma gauche à droite, c'est ça? On y va? Alors après, tiens, c'est vous. Je peux vous tenir. Voilà, vous allez tenir le micro et vous allez me dire ce que vous ressentez. D'accord? On y va? Donc chez moi, les gens n'ont pas besoin de se déshabiller dans mon cabinet. Hein. D'ailleurs, entre parenthèses, vous tombez sur un guérisseur qui vous dit déshabillez-vous, gardez seulement la petite culotte, vous partez en courant. Hein. Parce qu'on ne travaille pas sur le même corps, on travaille sur d'autres corps. D'accord? Vous allez exprimer ce que vous ressentez. Je ressens comme une présence, de la chaleur. Et je ressentais comme un poids, mais là, ça s'allège. Je ressens un peu comme un élastique. Est-ce que ça va mieux là? Bougez votre épaule. Oui, un petit peu mieux. Quelqu'un d'autre? Alors, je vais directement aller aux douleurs, aux soins. Votre prénom? Emmanuel. Emmanuel, d'accord. Où vous avez mal, Emmanuel? J'ai des sortes d'hémorroïdes. Ah, ça va être compliqué alors. C'est que là que vous avez... J'ai des tensions Dans le dos? Dans le dos. Ok. Attendez-vous. Prenez le micro. Ah oui, je sens quelque chose qui bouge dans le dos. Ah oui. Surtout sur le côté gauche. C'est comme si je me redressais. Ah oui. Chez moi, les corps se redressent, hein, je vous le dis. C'est vrai. Parce que je travaille dans le corps éthérique. Voilà. C'est comme si j'avais ma main à l'intérieur du corps, le corps éthérique. Et je peux... Comment vous vous sentez? Allez-y, parlez dans le micro. C'est parti? Plus aligné, plus... Il n'y a plus de douleur? Non, c'est parti. Voilà. Allez, une dernière. Bonjour. Vous êtes courageux et courageuse, hein, franchement, de venir sur scène. C'est pas facile. Allez. Comment vous appelez? Karine.
Karine. Karine, vous tenez le micro, Karine. Oui. Alors dites-moi, vous avez mal où? Je sais pas si je dois le dire partout. Ah oui. Où est-ce que vous voulez qu'on... Ah oui, la fibromyalgie. Je l'ai mis sur ma carte de visite. Vous voulez qu'on commence par où, Karine? J'ai mal dans le mot plate droit. On y va. Venez ici. Voilà. Vous parlez dans le micro. Gauche, droite. Je confonds toujours ma gauche et ma droite, c'est là. C'est là. Voilà. On y va. Ça fait bizarre, hein? Ah, ça me dérange. Ben oui, je sais bien. Je touche pas les gens. Ah oui, ça fait bizarre. Je touche pas, hein? Ça va vous faire du bien, vous allez voir. Chaleur, là j'ai chaud. Je vais prendre feu ce soir. Eh, bougez pas. Ah, ouais. Ah oui, mais je peux pas. Vous allez voir, vous êtes bien. Je finis ça, hein, puis après... Une fois j'aurai cramé, c'est bon. Allez, comment vous sentez? C'est mieux? Ouais. C'est un peu mal partout, mais bon. Ouais. Ouais. Ça a été dur? Non, Oh, ça va. non. Mais il faut attendre que l'énergie descende. Ok. Bon, on va attendre alors. Voilà, vous me direz. Hein? Ok, et vous verrez. Merci. Allez, une dernière pour la fin, si vous voulez, ou pas? Allez, on y va. Vous êtes courageuse, vous aussi. Bonjour, comment vous appelez? Myriam, Myriam. Vous avez mal où, Myriam? au genou gauche. Oh, genou gauche. Ok. Allez, hop, mettez-vous là. Alors, le genou gauche, tout ce qui est articulation, c'est vraiment lié au mécanisme de la trahison de contrôle. Hein. Parce que les peurs, tenez, je reprends le micro. Les peurs, si vous voulez, liées au mécanisme de trahison, vont venir s'engrammer, moi je le vois sur le corps émotionnel, dans les différents organes liés à la trahison. C'est-à-dire les cervicales, tout ce qui empêche d'avancer, tout ce qui est articulaire, ça va être les cervicales, les genoux, les pieds, le bas du dos, tout ce qui empêche d'aller vers l'autre. Voilà. Et ça va venir mettre en carence énergétique ces différents endroits du corps. Moi je le vois à travers les corps. Et donc mon travail consiste à ramener de l'énergie dans ces différents endroits et à enlever l'inflammation. Donc vous allez voir, vous allez avoir une démonstration au niveau articulaire. Donc on est bien d'accord, hein, c'est compliqué, d'accord, vous êtes assise, mais c'est compliqué à marcher. Ouais, j'ai subi une opération, c'est pour ça. En plus de ça, d'accord? On y va? Oui. C'est parti. Ça allait, on y est. Alors je reçois les informations, si vous voulez, là où je dois placer ma main. Vous ressentez quoi? Est-ce que vous ressentez quelque chose ou pas du tout? J'ai toujours cette douleur présente. Oui, mais ça, au niveau de la sensation, qu'est-ce que vous ressentez? Un peu de chaleur maintenant. Voilà. Allez-y. Allez-y, mettez-vous debout. Et marchez un peu. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Oui, c'est pas facile. Est-ce que ça va un peu mieux? Toujours pas? J'ai une sensation bizarre au niveau du corps. Ah oui. Une lourdeur, mais au niveau du genou, je ne sais pas vous dire. Ouais. Je le sens pas. Ça fait toujours aussi mal? Non, ça fait moins mal que quand j'étais assise, c'est sûr. D'accord, voilà. Vous commencez à sentir, voilà, la douleur est en train de s'estomper, tout doucement. Ouais, peut-être, ouais. Mais j'ai une autre sensation là, sur la... Oui? Je sens vraiment une lourdeur là. Ouais. C'est désagréable? Non, c'est comme si j'étais dans du coton. Voilà, parfait. C'est bien. Bon, voilà. Merci pour votre écoute. Merci à vous.
Voilà, j'espère que ça a été... Merci à vous. Voilà, donc je suis à Lourdes, mon cabinet est à Lourdes, mais je fais des soins à distance, comme en présentiel. Pour moi, ça ne change rien, hein. L'énergie est la même, hein, d'accord, que ce soit en présence ou en distance. Si vous avez la possibilité de venir à Lourdes, vous êtes les bienvenus, mais sinon, en distance, c'est pareil pour moi. Merci à vous.